tous. Je vais vous partager une présentation qui tourne autour des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en copropriété. C'est une présentation qu'on a pu faire plusieurs fois, donc n'hésitez pas à poser des questions pour aller un peu plus loin. Et qu'on va essayer de tourner sur les principes et les enjeux pour bien comprendre en tant que copropriété qu'est-ce que ça représente pour moi, et deux, quels sont les financements aujourd'hui possibles. Alors, avant toute chose, l'idée c'est de présenter Enedis. Alors, c'est sans doute une entreprise que vous connaissez, mais il y a un ou deux points importants à avoir en tête. Donc, Enedis, c'est une entreprise qui s'occupe de la distribution d'électricité publique en France sur 95% du territoire. C'est une activité qui est en monopole régulé. Donc, avoir qu'un seul gestionnaire de réseau de distribution à un endroit donné, et c'est Enedis qui s'occupe de 95% du territoire. Donc vous voyez que ça s'inclut dans une chaîne qu'on appelle le chemin de l'électricité, qui fait qu'après l'avoir produit, vous pouvez au bout du bout en bénéficier dans votre logement. Le point important dans le sujet, c'est qu'Enedis est un service public. Alors du coup, vous vous demandez, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Moi, je ne vends pas de borne de recharge, je ne vends pas de système de recharge. Mais par contre, c'est sur le réseau qu'Enedis gère et que les autres gestionnaires de réseau gèrent que les bornes de recharge viennent se connecter en grande majorité. Donc on a un regard global et qu'on essaye d'avoir le plus neutre possible et objectif pour vous présenter de manière générique les solutions et les architectures qui existent, en tout cas sur le sujet des bornes de recharge. Je veux bien que du coup on passe au quiz. Alors, on va passer au quiz, voilà. Donc, c'est une question, là, je peux reprendre juste la main. Donc, c'est d'après les prévisions, combien de véhicules électriques rechargeables devraient être en circulation en France en 2035? Donc, je vais vous présenter le quiz et vous allez pouvoir répondre. Donc, il y a trois réponses possibles. Je pars sous ton contrôle, Alexandre. La première, c'est 3 millions. J'en ai mis 4. À 4 réponses, Mais pardon. vas-y, je Il y t'en en a prie. 4. 3 millions, 7 millions, 15 millions ou 38 millions en 2035. Alors, ne soyez pas trop ambitieux quand même. Peut-être combien il y a de voitures aujourd'hui, est-ce que tu sais, en circulation? Ah c'est une des réponses. C'est une des 38 réponses. millions de véhicules aujourd'hui en circulation. Ah, il y a 38 millions de véhicules en circulation. Voilà, donc je vous laisse 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. 1 seconde, et voilà, je mets fin au vote et je partage les résultats. Donc, pour 3 millions, il y a 7% des personnes qui ont répondu 3 millions, 20% ont répondu 7 millions, 47% 15 millions et 27% 38 millions. C'était quoi la bonne réponse? Alors, Alexandre, allez sur la diapo d'après, hein. Et bravo à la majorité d'entre vous, puisque c'est effectivement donc les prévisions. Alors, ce ne sont que des prévisions, hein, par nature, ce sera forcément faux, mais les prévisions estiment que 15 millions de véhicules électriques et rechargeables seront en circulation en France, qui correspondra à ce moment-là à peu près à la moitié du parc de véhicules français, puisqu'il tend globalement à baisser. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui explique et ce qui fait qu'on arrive à ces prévisions-là. Simplement brosser le contexte de la recharge en copropriété en partant de ce constat-là. Donc je vous l'ai dit, 15 millions, ça représente la moitié. Cette hypothèse et cette trajectoire ne prend pas en compte, ou en tout cas on n'a pas encore mesuré l'impact des dernières annonces européennes que vous avez peut-être suivies pendant l'été et qui est venue avancer de 5 ans l'interdiction de vente de véhicules thermiques en Europe. C'était prévu pour 2040, ce sera maintenant 2035. Donc à partir de 2035, on ne pourra plus acheter de véhicules neufs qui soient 100% thermiques. Et donc ça aura forcément un impact sur cette trajectoire et sur cette prévision à horizon 15 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que vous le vivez au quotidien, le véhicule électrique est déjà une réalité dans vos copropriétés, souvent pour une minorité de gens, mais qui commencent déjà soit à en avoir un, soit à se poser la question dans le cadre d'un changement de véhicule, puisqu'on voit que si dans 15 ans il n'y en a plus, on ne peut plus en acheter, la valeur va baisser, donc on se pose la question lorsqu'on renouvelle son véhicule. Le deuxième point, vous le voyez, c'est que on devrait atteindre des sommets importants d'ici 15 ans. Le second point, c'est que quand on a un véhicule électrique, l'intérêt, c'est de le recharger à domicile. C'est l'un des gros avantages du véhicule électrique, et donc on le recharge chez soi. Vous êtes la moitié des foyers français, globalement, vit en immeuble collectif, alors, répartis en copropriété, bailleurs, etc. Mais en gros, les copropriétaires représentent une partie importante et on n'est pas tous égaux face à ce besoin de se recharger à domicile, puisque les copropriétés restent le point difficile aujourd'hui pour installer des bornes de recharge, pour tout un tas de raisons. Et la première raison est sans doute que c'est toujours difficile de se mettre d'accord en collectivité
encore plus pour un sujet qui aujourd'hui touche pas tout le monde et donc il est difficile de se projeter. Le dernier point du contexte, vu de moi, c'est que c'est un enjeu fondamental que de développer l'équipement des copropriétés en borne de recharge pour la France et pour le développement de la mobilité électrique. Et donc, les pouvoirs publics se sont évidemment penchés sur la question et ont produit un certain nombre de réglementations qui viennent soit accélérer, soit inciter, soit faciliter l'équipement des copropriétés. Et je vais vous en faire un résumé très rapide au cours de cette présentation. On peut avancer du coup, Xavier. Juste un mot pour dire que, vous le savez, en copropriété, lorsqu'on veut installer des bornes de recharge, il y a deux manières de faire. Le premier, c'est soit le copropriétaire qui fait valoir ce qu'on appelle son droit à la prise et qui se lance dans une infrastructure individuelle. Je vais mettre ça de côté parce que, pour le coup, l'objet, là, il est vraiment de partir sur une infrastructure collective qui bénéficie à l'ensemble de la copropriété. Aujourd'hui, vous avez deux réglementations majeures sur la question. La première, c'est la loi d'orientation des mobilités qui est venue obliger les copropriétés à porter en Assemblée générale d'ici 2023 la question d'une analyse comparative des différentes solutions qui existent. Alors, c'est très gros, c'est pas très précis ce que je viens de dire là, c'est assez grossier, mais en gros, c'est de se dire que les copros sont obligés de se demander si ça vaut le coup de réfléchir à l'installation d'infrastructures dans la copropriété, et ce d'ici 2023. C'est un point important qui vient inciter. Le deuxième point important, il est paru cet été. On attend encore les différents décrets d'application qui viendront expliquer ça. Ils touchent là pour le coup vraiment le thème d'aujourd'hui puisque ça parle du financement. Je reviendrai pas dessus derrière parce que pour le coup c'est qu'une loi et qui doit encore une fois donner lieu à un décret d'application dont les contours sont encore à dessiner, et qui vient faciliter l'équipement en infrastructure collective par le biais d'un mécanisme de préfinancement. Et ça marche quelles que soient les architectures que je vais vous présenter derrière, que ce soit une architecture que je vais qualifier de privée ou une architecture qui se base plutôt sur les réseaux publics. La loi propose d'avoir recours à des mécanismes de préfinancement pour la copropriété, autrement dit que la copropriété ne finance pas l'installation de l'infrastructure collective de recharge, mais que ce soit les premiers, alors, dans un pourcentage à définir, mais les premiers utilisateurs qui feront installer des bornes par le biais de l'acteur choisi, qui paieront une quote-part d'amortissement pour cette infrastructure collective. Donc c'est un mécanisme très important d'un point de vue financier. Alors, si je rentre un peu plus dans le débat technique et dans le fond technique, et je vais essayer de passer rapidement parce que je ne veux pas vous noyer là-dessous, ce n'est pas le sujet majeur. Mais en gros, lorsque vous êtes copropriété et que vous souhaitez installer des bornes de recharge, il y a plusieurs choses à regarder. De ces choses découlent des architectures techniques. Et j'ai choisi de vous les présenter simplement pour vous expliquer ce qu'il y a derrière, au-delà de l'architecture technique en soi. Première solution, et je vais les détailler juste après, vous créez une infrastructure collective de recharge. Je rappelle, une infrastructure collective, c'est une infrastructure qui va bénéficier à toute la copropriété. Derrière, qui est alimenté depuis le compteur qu'on appelle les services généraux, c'est le compteur qui alimente les parties communes. Voilà. Vous avez un peu de puissance disponible dessus, vous faites faire une installation par un installateur ou par un opérateur, j'expliquerai la distinction après, qui vient poser une infrastructure de recharge sur laquelle peut se reprendre chaque copropriétaire qui voudra installer une borne de recharge. Deuxième architecture, je n'ai pas assez de puissance sur ce compteur-là des services généraux et donc je viens créer un nouveau compteur ou un nouveau point de livraison dédié. Donc ça, c'est Enedis qui le fera. Vous voyez les distinctions, tout ce qui est réseau en rouge, c'est le réseau public donc, qui est géré par Enedis sur son périmètre ou par un autre gestionnaire de réseau. Et puis ce qui est en bleu, c'est une infrastructure privée. Donc Enedis vient créer un nouveau compteur et puis derrière lequel, là encore une fois, un acteur technique vient créer l'infrastructure de recharge qui bénéficiera à mes copropriétaires. Dernière possibilité, je viens créer un réseau public dans le parking qui s'apparente très volontiers à la colonne montante qui alimente vos étages aujourd'hui, mais donc je viens créer la même chose dans mon parking, c'est-à-dire un câble collectif public qui passe devant l'ensemble des places du parking et sur lequel on pourra venir accorder des compteurs, autant de compteurs qu'il y a de place, pour que chacun puisse avoir accès à sa recharge. Alors, qu'est-ce qui change dans tout ça et qu'est-ce qui change pour la copropriété? Je vais passer rapidement. D'ailleurs, je suis désolé, je veux bien que tu passes directement slide 87 donc pour présenter la seconde architecture, puisqu'en fait, elles sont assez similaires dans la manière d'aborder la question. J'y suis. Ok, super.
Là, vous rappelez, on est sur une infrastructure où on vient créer un nouveau point de livraison dédié, derrière lequel on crée une infrastructure, une infrastructure. Alors, le modèle d'affaires qui existe aujourd'hui beaucoup, ce sont des opérateurs qui vous proposent une solution clé en main, une solution packagée. C'est-à-dire ils vous disent, voilà, moi je viens vous proposer une recharge complète pour la copropriété. Donc, ils s'occupent de gérer la relation avec Enedis pour l'installation du point de livraison. Et puis derrière, ils s'occupent de créer l'infrastructure collective et les infrastructures individuelles pour chaque copropriétaire qui souhaitera installer une borne de recharge et donc alimenter sa borne de recharge. Donc, les plus, c'est que vous pouvez vous déléguer complètement le service à un opérateur. Il n'y a pas d'augmentation de charge pour la copropriété puisque c'est l'opérateur qui gère ça. Et puis, ça existait déjà un petit peu avant par certains opérateurs qui prenaient dans leur modèle d'affaires le préfinancement à leur compte. Ça existera donc encore plus avec la possibilité de préfinancement. Souvent, c'est un modèle d'affaires qui, pour la copropriété, coûte zéro et le coût est reporté sur chaque utilisateur. Les points d'attention qu'il y a à avoir, évidemment, c'est que du coup, vous êtes dans une relation contractuelle avec un acteur opérateur et donc il faut regarder la compatibilité des équipements si vous souhaitez avoir un autre opérateur derrière, la propriété de cette infrastructure collective, les conditions de sortie du contrat, puisque c'est un contrat évidemment à durée déterminée, etc., etc. Une fois que vous avez installé ça, l'utilisateur, lui, va souscrire, pour avoir accès à cette recharge, il va souscrire un abonnement mensuel de recharge auprès de l'opérateur que vous aurez choisi, qui s'apparente globalement à un forfait téléphonique tel qu'on peut les connaître, si ce n'est que la consommation est limitée par le nombre de kilomètres que vous faites. Mais ça, c'est un des modèles. On peut passer à la slide d'après pour présenter le troisième modèle, qui est une infrastructure collective, comme je disais, qui est constituée par un réseau public qui va desservir l'ensemble des places. Pour faire appel à ça, pour installer ça aujourd'hui, il faut faire appel, au gestionnaire de réseau, donc Enedis, qui va installer cette colonne horizontale, et puis à un électricien qui va faire les travaux électriques annexes. Les plus de cette architecture, le premier, c'est que vous êtes dans une gestion qui est similaire à celle des appartements, c'est-à-dire que chaque copropriétaire qui veut installer une borne sur sa place va faire une demande à Enedis d'un compteur qu'on va installer sur sa place de parking. Et donc, vu de la copropriété, c'est comme un appartement, elle ne gère rien, elle ne rentre pas dans le sujet. C'est l'utilisateur qui fera installer son infrastructure sur sa place de parking et se tournera vers un fournisseur d'énergie pour avoir accès à l'énergie depuis son compteur. La recharge devient un usage électrique comme un autre. L'avantage du coup que vous entendez là-dedans, c'est que chaque utilisateur est autonome et peut choisir son propre fournisseur d'énergie. Les points d'attention, c'est que ce sont des architectures qui sont, dans la mise en œuvre, en tout cas aujourd'hui, qui demandent un investissement de la part de la copropriété. Tant que le volet préfinancement n'est pas mis en œuvre, aujourd'hui, il n'existe pas sur cette architecture-là. Et puis, c'est un chantier qui aujourd'hui demande une coordination un petit peu plus forte par un maître d'œuvre ou par un installateur qui se coordonnera avec Enedis pour faire. La solution est moins clé en main. En tout cas, aujourd'hui, encore une fois, les choses devraient évoluer dans le temps, mais aujourd'hui, elle est moins clé en main que la première solution via un opérateur. Un peu avancé, je vais rentrer dans le volet plus financier. Il y a un programme qui s'appelle le programme Advenir, qui est un dispositif de C2E qui vient aider au développement de la mobilité électrique en France et qui a du coup un certain nombre de volets qui viennent aider les différents cas d'usage du développement de la mobilité électrique. Et notamment un volet qui vient subventionner la création et l'installation de bornes de recharge en copropriété, selon deux niveaux. Un premier niveau que j'évoque, qui vous regarde un peu moins, mais qui est intéressant à avoir en tête, c'est que chaque copropriétaire qui va faire installer une borne de recharge sur sa place peut bénéficier d'une prime. Vous le voyez, c'est en gros 960 € le montant maximal de la prime et ça couvre 50% de son investissement. Ça, c'est si la borne est à usage privé. Si par contre la copropriété, parce que vous n'avez pas de place attitrée ou quoi que ce soit et que vous souhaitez mettre en place une borne partagée, à ce moment-là, pour les bornes partagées, par borne partagée, c'est 1660 € maximum à hauteur de 50% de l'investissement que vous aurez fait. Ça, c'est pour le volet plus individuel. Ensuite, il existe une aide qui vient subventionner l'infrastructure collective telle que je l'ai présentée dans les schémas d'avant. Et là, aujourd'hui, donc c'est une aide qui, en gros, vous permet de couvrir 50% de vos dépenses avec un plafond, qui est un plafond de 8 000 € si votre parking fait jusqu'à 100 places, et puis ensuite 75% par place supplémentaire au-delà des 100 places.
Alors, c'est un fonds qui a un peu évolué, hein, pour ceux qui avaient peut-être déjà vu ça par le passé. Il a évolué récemment, où les seuils ont été revus à la hausse, notamment pour ne pas pénaliser les petits parkings, parce qu'à l'époque, il y avait un plafond qui pénalisait un peu les petits parkings. Et puis, il y avait un seuil maximal de 15 000 euros qui a disparu. Maintenant, on couvre aussi, puisqu'il y a un certain nombre de parkings en copropriété qui sont assez gigantesques et qui se retrouvaient pénalisés pour le développement. Donc, on n'a plus de plafond haut. Donc ça, c'est pour la partie infrastructure collective. Et puis, il y a une petite option pour les copropriétés dans lesquelles il faudrait faire des travaux de voirie en extérieur pour passer cette infrastructure collective. Globalement, s'il y a des terrassements à faire dans la copropriété pour faire passer l'infrastructure collective, à ce moment-là, il y a une aide d'un plafond de 3 000 euros par copropriété qui doit couvrir un maximum 50% de l'investissement que vous ferez. Vous voyez, ce sont des aides qui ne sont pas négligeables et qui vous permettent globalement de déduire la moitié de tout ce que vous faites. Évidemment, comme toute aide, il y a des conditions d'éligibilité. Il y en a 3 exactement. La première, c'est que l'infrastructure collective, comme je l'ai dit, doit bénéficier à l'ensemble de la copropriété. Et donc, elle doit couvrir physiquement, elle doit permettre de couvrir, en tout cas à terme, physiquement 100% de votre parking. Ensuite, il y a une notion de dimensionnement en puissance. Alors là, c'est un peu technique, je suis désolé, mais c'est globalement l'électricité que vous prévoyez dans votre infrastructure. Là, on n'est pas sur un dimensionnement à 100% puisque ce serait surdimensionner les infrastructures électriques, surinvestir dans quelque chose qui ne servira sans doute pas à terme, ou en tout cas pas d'ici 35-40 ans, donc il n'y a pas de besoin. Et donc, on est plutôt sur une alimentation qui doit permettre de couvrir 20% des besoins en puissance du parking. Voilà, et vous devez par contre installer à minima une borne. Il faut que l'aide ne fonctionne que s'il y a une borne qui est physiquement installée sur cette infrastructure collective. Voilà pour la partie à devenir. Il existe un certain nombre d'autres dispositifs qui sont plus locaux, ou plus, voilà. En tout cas, il y a un crédit d'impôt, alors qui n'est pas dans les mêmes mesures, mais qui est de 300 euros sans condition de ressources pour la personne qui fait ça. Il y a un taux de TVA réduit, mais ça, je pense que vous connaissez pour tous les travaux d'installation de bornes de recharge, puisqu'on est sur un usage qui concourt à la transition écologique, qui bénéficie d'un taux de TVA réduit à 5,5. Et puis, il y a, comme je disais, quelques aides plus régionales ou plus locales, notamment dans un certain nombre de métropoles, notamment parisiennes. La ville de Paris, la métropole du Grand Paris ont des aides là-dessus, mais il y en a d'autres aujourd'hui qui font bénéficier d'aides plus locales à l'installation d'infrastructures collectives en copropriété. J'en ai terminé. Alors, vous voyez à quoi je ressemble sur le slide d'après. C'est mieux qu'un téléphone, j'espère en tout cas. Ah ben voilà, Et je on suis t'a ouvert en à toutes vos visu. questions. Voilà, donc on t'a en visu, Alexandre. Merci pour cette présentation. Alors juste une petite précision, comme on est très à la bourre, et puis effectivement les questions à distance, comme ça c'est peut-être un peu moins pratique. Je vois que dans ta diapo aussi, tu as rajouté pour le public qui répondra à question satisfaction, recevra donc bien sûr les présentations. Tu as rajouté une diapo avec le pour en savoir plus. Avec, Oui, alors, je peux le montrer au public d'ailleurs, avec le guide. Là, j'ai montré cette diapo, hein, le guide pour oui, l'installation des boards. Oui. alors voilà, je vous conseille d'y aller, si c'est un sujet qui vous intéresse et vous le voyez, vous êtes incité globalement à être intéressé pour le sujet. Je vous conseille ce guide, donc qui est un guide qui a été élaboré par l'AVER, qui est l'association. Alors c'est pas un acronyme, ne cherchez pas, mais c'est l'association qui travaille en faveur du développement de la mobilité électrique en France, qui regroupe tous les acteurs de l'écosystème, notamment Enedis, qui a contribué à la rédaction de ce guide, mais pas tout seul. Et c'est l'intérêt, c'est que ça a été fait par l'ensemble des membres de la filière, que ce soit les opérateurs de recharge que j'évoquais, les électriciens, les installateurs, les gens de l'immobilier, etc. Donc vous voyez qu'il y a la FNAIM notamment, l'UNIS également, et donc qui vient présenter de manière plus détaillée ce que je viens de vous présenter là, les différentes architectures, les points d'attention, les conseils pour une copropriété qui souhaite se lancer dans le sujet, quels sont les points qu'elle doit absolument regarder, comparer, etc., etc. Et donc voilà, c'est un guide qui est certes un peu long, mais qui pour le coup est une mine d'or en termes d'informations sur ce sujet-là. J'ai mis d'autres liens, mais pour le coup, vous retrouvez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le sujet dans ce guide. N'hésitez pas. Voilà. Merci Alexandre pour cette présentation.